Dans la vidéo d'hier, je t'expliquais pourquoi est-ce que j'avais raté le concours pour rentrer à l'ESA, le concours pour faire médecin militaire lorsque j'étais en terminale. Tu as donc pu voir ce qu'il fallait absolument éviter, pourquoi il fallait pas y aller sans plan, sans stratégie, afin que tu puisses, toi, pas faire les mêmes erreurs que moi et donc réussir ton concours. Et bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai réussi le concours l'année d'après et comment est-ce que tu vas pouvoir faire toi pareil, quel a été mon plan, ma stratégie. En gros, dans les prochaines minutes, tu vas découvrir et je vais te dévoiler en fait comment est-ce que j'ai eu 20 sur 20 en maths et comment j'ai mis plus de 40 points d'avance sur le dernier admissible et puis comment j'ai réussi les oraux avec un 19 et comment j'ai fini 9ème au concours sur plus de 2000 candidats. T'es prêt? Allez, c'est parti. Et bien déjà, après mon échec, je me suis posé une seule question. Qu'ont fait les élèves qui ont réussi le concours cette année pour être admis? Comment font ceux qui réussissent? Est-ce qu'ils sont plus intelligents que moi? Non, honnêtement, je pense pas. Je suis quelqu'un qui est plutôt bon en cours. Est-ce qu'ils sont plus travailleurs que moi? Bah non plus, parce que quand j'ai su que je voulais faire médecin militaire et que j'étais vraiment motivé, que j'avais cet objectif en tête, j'ai mis en place les heures de travail qu'il fallait. En tout cas, c'est ce que je pensais pour obtenir ce concours et être admis. Et honnêtement, je pense que j'ai tout donné en terminale. Le problème, c'était pas la quantité de travail, c'était qu'est-ce que je travaillais, comment est-ce que je travaillais. Je me suis aussi demandé, est-ce qu'ils étaient plus motivés que moi? Eh bien, je pense pas non plus, parce que le métier de soignant militaire, donc médecin militaire, mais si vous êtes là pour faire infirmier militaire, c'est pareil. Eh bien, si vous voulez le faire, vous savez au fond de vous que c'est fait pour vous, parce que dans mon cas, moi, j'avais cette vocation de vouloir faire médecin depuis très longtemps, et quand j'ai découvert qu'on pouvait faire médecin militaire, ça me convenait vraiment, ça me correspondait, et je savais que c'était l'objectif numéro 1 que je voulais atteindre. J'étais hyper motivé pour arriver à faire médecin militaire, à rejoindre l'ESA. Donc non, ils sont pas plus intelligents, plus motivés ou plus travailleurs les gens qui réussissent. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils y arrivent seuls? Et pour la plupart de ce que j'ai vu avec le recul, ayant passé 4 années à l'école de santé des armées, la plupart des gens, soit ils ont suivi la fameuse prépa privée, soit ils sont dans un environnement qui les a poussés justement à être dans les bonnes conditions pour réussir ce concours. Donc de la famille qui était dans le milieu médical et militaire, ou tout simplement dans un lycée militaire. Et donc du coup, dans ces lycées militaires, il y a des fois des prépas qui sont proposés exprès pour les étudiants qui veulent intégrer l'ESA ou le PPA. Et dans ce cas-là, ils ont, on va dire, le recul sur le concours de la part de gens qui ont déjà formé pour ce concours. Il y a aussi des élèves qui ont des super professeurs dans leur lycée et des professeurs qui ont déjà préparé le concours. J'ai l'anecdote d'un élève qui a dans son lycée une prof qui faisait passer les écrits et donc du coup qui connaissait parfaitement le concours et les attendus de l'épreuve. Le problème, c'est que c'est peut-être pas ton cas, c'est pour ça que tu es sur cette chaîne et que tu écoutes tous mes conseils, c'est parce que comme moi, t'as pas forcément une famille qui vient du milieu militaire et milieu médical. Moi, mes parents, ils sont profs et toute ma famille est dans l'enseignement. Et t'as peut-être pas non plus cette chance d'être dans un lycée militaire et d'avoir les conseils de profs qui ont aidé, qui ont déjà aidé au concours ESA ou comme EPPA. Et vraiment, je me suis rendu compte dans les différentes promotions de l'école que le profil qui revenait souvent, c'était un profil d'un élève qui est travailleur, qui est motivé et qui est évidemment motivé pour rejoindre l'ESA, mais qui en plus s'est fait accompagner, s'est fait aider pour réussir le concours. Très rares sont les élèves qui ont réussi tout seuls de leur côté. Et je peux vous dire, parce que j'ai eu au téléphone du coup l'an dernier plein d'élèves qui voulaient s'intéresser à l'accompagnement que je proposais et puis qui se sont dit non, en vrai je suis bon et je me fais confiance à moi pour réussir le concours. Et bien pour la plupart, j'ai pas vu leur nom sur la liste des admis pour les résultats de 2025. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait après ma terminale? Je me suis posé ces questions, comme je vous le disais, et je me suis dit, j'ai besoin d'être accompagné, je ne peux pas réussir seul. Certes, je peux me baser sur l'expérience que j'ai du premier concours que j'avais pu passer, tant pour les écrits que pour les oraux, mais il va falloir que je trouve des gens qui pourront m'aiguiller, notamment pour l'épreuve orale. Je décide donc de prendre une prépa spéciale, alors pas une prépa pour le concours ESA, mais une prépa PCSI, pas une prépa qui vise à former pour les grandes écoles d'ingénieurs parce que les élèves qui sont dans ces prépas-là, en fait, ils ont tout simplement pas le temps de bosser le concours. Je m'en suis rendu compte avec 2 élèves de mon accompagnement cette année et un élève que j'ai eu au téléphone là il y a à peine 1 heure. Quand on est dans une grosse prépa ingé, on n'a absolument pas le temps de rebosser les attendus du concours et peut-être qu'on pense que pour les maths, la physique et la SVT, le niveau qu'on va acquérir en prépa sera suffisant. Mais en fait, si vous n'avez pas le temps de bosser les attendus du concours, vous aurez des mauvaises notes. Vraiment, c'est tout le monde pareil. On peut pas être bon aux épreuves du concours ESA si on les a pas bossées spécifiquement. Et donc du coup, je me suis inscrit dans une prépa, moi, qui était plutôt humble, où on avait quand même pas mal de temps libre et qu'on n'avait pas tout le temps des cours et des devoirs qui étaient donnés par les différents professeurs. Et surtout, j'ai prévenu les professeurs dès le début de l'année que je voulais passer ce concours. Ils étaient partants en fait pour m'aider. Je leur ai montré les rapports de jury, les annales, et je leur ai demandé du coup d'avoir plus de temps que les autres et puis de bosser en fait en fonction des épreuves
épreuves. Donc certes, je bossais la prépa, mais en parallèle, je bossais le concours. Et j'ai eu la chance d'avoir la période Covid, donc qui s'est déclarée 1 ou 2 mois avant les épreuves écrites de 2020, pour vraiment ne bosser que les épreuves écrites et me concentrer vraiment sur les attendus des épreuves écrites et de laisser la prépa de côté. Vous ne réussirez pas le concours ESA cette année si vous avez d'autres objectifs que vous vous êtes fixé en plus de ce concours ESA. Et d'ailleurs, moi, dans l'accompagnement, j'ai eu plusieurs élèves en appel qui avaient d'autres objectifs et je leur ai dit tout simplement que je prenais que les gens qui avaient pour objectif ce concours ESA parce qu'on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois, le concours, il est difficile. Et donc, j'en ai parlé à mes professeurs, je leur ai dit que je voulais faire ce concours et qu'il fallait que j'aie un emploi du temps qui soit adapté et j'ai eu la chance d'avoir une prof qui connaissait déjà le concours, qui avait déjà aidé des élèves à l'avoir. Elle m'a donc aidé toute l'année, elle m'a donné ce recul sur les épreuves écrites que je n'avais pas et j'ai donc passé plusieurs heures avec elle pour analyser les annales et bien comprendre les notions qui étaient demandées, qui étaient ciblées, qui étaient à cibler pour ces épreuves et j'ai travaillé en fonction de ça uniquement. Et maintenant, c'est ce que je dis aux élèves qui sont dans mon accompagnement. Certes, il faut bosser le programme de terminale et le voir dans son entièreté, mais il faut surtout appuyer sur les notions qui reviennent tout le temps dans chaque matière, que ce soit pour la SVT, l'anglais, la physique-chimie, les mathématiques et le français, eh bien, c'est un peu toujours les mêmes choses, on se rend compte, et donc du coup on peut vraiment axer son travail sur ces pistes-là. Et puis pour le coup, comme je m'étais préparé en sport mais mal, et bien là j'ai vraiment mis en place un emploi et un programme sportif qui était adapté et qui montait en puissance toute l'année au lieu de me donner des objectifs trop importants dès le début, et c'est ce qui fait que j'ai lâché en fait trop vite le sport et que je me suis retourné et que je me suis retrouvé le dernier mois à devoir tout donner tous les jours pour espérer atteindre une bonne note. Donc non, là ce que je vous conseille pour le sport, c'est vraiment d'y aller par étapes et de pas viser tout de suite d'avoir 20, mais vraiment de faire progressivement sur toute l'année. Évidemment, je le dis rapidement, mais c'est quelque chose aussi qu'on prend en compte dans l'accompagnement que je propose. Avec la prof qui connaissait donc les épreuves, j'ai pas fait que bosser sur les notions qu'il fallait cibler pour le concours, je me suis aussi entraîné spécifiquement à tenir cette journée d'examen, cette journée de concours, parce que être concentré, être focus pendant 4 fois 1h30 sur une journée, c'est difficile et ça demande énormément d'énergie et à la fin, on n'est plus à 100%. Et donc je me suis entraîné moi tout au long de l'année à me faire des journées où je me faisais en fait des semi-concours blancs où je faisais toutes les épreuves et le but c'était que je sois focus du début jusqu'à la fin. Au début c'était compliqué et franchement j'arrivais pas à être bon sur la dernière épreuve. En fait peu importe l'épreuve que je me mettais à la fin, j'avais constamment une moins bonne note que les premières épreuves que je passais. Mais petit à petit ça se rééquilibrait et le jour des concours écrits quand je les ai passés en 2020, c'était un peu particulier parce qu'en fait on devait passer les 3 épreuves sur 4h30. Eh bien j'ai pu être concentré pendant les 4h30 sans broncher. Donc ça c'était pour ma préparation des écrits et ce qui m'a le plus aidé dans le fait de me faire aider, c'est vraiment pour les oraux. Parce que là je suis entré en contact avec une centarde qui était en P1 à l'époque et qui a pu m'aider à de multiples reprises pour vraiment me faire comprendre quels étaient les attendus, les attentes du jury réellement, quels étaient les profils que le jury recherchait, parce que vraiment l'écrit c'est pour vérifier que vous serez capable de réussir cette première année de médecine et les oraux c'est juste pour valider le profil que le jury recherche. Et si on va à cet oral sans vraiment comprendre quel profil est-ce que le jury recherche, eh bien il y a très très peu de chances d'être admis au concours. Donc ce qui a fait la différence entre la première et la deuxième tentative vraiment pour moi, c'est qu'entre les deux, j'ai compris les attentes du jury et même si j'avais un profil intéressant la première fois comme la deuxième fois, la deuxième fois je me suis vraiment présenté différemment, je me suis mis en avant différemment et là ça a vraiment plu au jury parce que je suis passé de 12 à 19 sur 20. Donc mon profil est resté le même mais j'ai vraiment retravaillé toute ma culture militaire, ma culture médicale, les recherches que j'ai pu faire, la présentation, donc ma façon de me présenter au jury au début de l'entretien, de sorte à ce que ça matche parfaitement avec ce que le jury recherche en termes de profil. Et donc en travaillant, je pense, moins qu'en terminale, mais en étant mieux organisé et en travaillant intelligemment, au lieu d'être admissible à quelques points près et d'être très très loin d'être parmi les admis du concours, cette deuxième tentative, j'ai fini 9e au concours sur plus de 2000 candidats. Et je me suis rendu compte dans la promo que j'ai intégrée de 115 élèves que l'écrasante majorité avait bossé comme moi en fait ce concours cette année. Et tous avaient compris une chose, on peut pas réussir le concours quand on est seul, il faut se faire aider. Il faut travailler intelligemment et spécifiquement ce qui est attendu pour les écrits et surtout faut connaître le profil qui est attendu par le jury pour les oraux. Et je me répète, il n'y a pas besoin d'être forcément un fils de militaire ou d'avoir fait 50 stages à l'hôpital. Vous pouvez intégrer l'école de santé des armées sans ça, simplement il faut que vous présentiez votre profil de la façon finalement
que le jury recherche. Bref, c'est vraiment comme ça que moi j'ai réussi à intégrer l'école en 2020 et c'est exactement comme ça que je forme les élèves dans l'accompagnement, que ce soit pour les écrits ou pour les oraux. On va pas bosser des heures et ne plus dormir la nuit. Non, par contre, on va bosser intelligemment. Je vais leur montrer exactement ce qu'ils doivent faire, ce qui est attendu pour les écrits comme pour les oraux, afin qu'ils puissent réussir sereinement et avoir une année pas tranquille, mais en tout cas qui soit très cadrée et qui fasse uniquement des trucs qui leur seront utiles pour réussir le concours. Bref, voilà, je commence à avoir une dizaine d'élèves, j'aurai une vingtaine de places maximum, donc si toi c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas, tu as un lien en description, tu prends un appel avec moi, c'est gratuit, on en discute et je te dis si ton profil c'est un profil que je peux accompagner. Si c'est le cas, tant mieux et on est parti. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de souci, on aura quand même passé un bon moment, on aura pu échanger et moi je t'aurai de toute façon donné des bonnes informations. Bref, c'était Maxence, je te dis à demain pour une prochaine vidéo, ciao ciao.